je suis émérite à Paris 6. Donc, maître de conf émérite à Paris 6. Alors, pour la petite histoire, j'étais cofondateur de la cause que les gens ont dû suivre lors de la conférence nationale à Brazzaville, avec Grégoire Mandina. Voilà. Alors, moi je voudrais, avant de faire des propositions, revenir sur effectivement la nécessité d'une transition, pour dire que on conçoit la transition comme une étape d'un processus qui est beaucoup plus grand, plus long, qui doit aboutir à refonder la nation et bien évidemment rebâtir la République et l'état de droit. Bien. Mais ça n'arrivera, c'est une étape qui n'arrivera qu'après la destitution violente ou autoritaire de Sassou et de sa clique. Alors il faudrait en ce moment-là effectivement mettre en place, les termes importent peu, un comité de salut public constitué, à mon avis, d'éléments, de patriotes qui auront mené la lutte sur place, parce que je pense que effectivement la seule solution, c'est un mouvement insurrectionnel. On peut ne pas être d'accord avec ça, mais bon, qui amènerait Sassou à démissionner ou à s'enfuir. Bien, il faut un comité de salut populaire qui soit souverain et qui soit constitué d'éléments de patriotes du mouvement insurrectionnel, bien, et bien évidemment des camarades, des copains, tout ce que vous voulez, élus ou cooptés de cette table ronde, bien évidemment. Bon, on ne va pas rester l'arme au pied si on a travaillé dans ce sens. Alors, donc, le problème du système du pouvoir est plus ou moins résolu, et on arrive effectivement avec comment réagir, comment faire face à cette situation. Donc, il faut créer un comité de salut populaire. Alors, je dis qu'est-ce qu'il doit avoir à faire. Alors, il doit prendre des mesures d'urgence. J'énumère pas suivant l'ordre chronologique, mais ça dépendra de la réalité du moment. On pourra inverser ou bon. Alors, à mon avis, il y aurait une première mesure à prendre, c'est imposer la vacance du pouvoir en prononçant la dissolution de toutes les institutions. Bien, ça c'est des mesures à prendre dès lors qu'on a mis en place le comité de salut populaire. Bien. Bien évidemment, il y a des problèmes de rapport de force, mais si c'est un mouvement insurrectionnel qui se produit, qui peut être sous forme de, je ne sais pas moi, de mouvement quel est le terme, bon, peu importe, qui conduit à l'affrontement violent, ok, il y a nécessité effectivement de maintenir ce mouvement-là pour que le rapport de force puisse continuer d'exister dans le processus. Alors le deuxième point pour moi serait d'imposer et de défendre la neutralité de l'armée dans tout le déroulement de la transition et la vie institutionnelle. Alors c'est un vrai problème parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fera, l'armée. Est-ce qu'il y a des éléments effectivement qui vont se rallier ou pas? Bon, mais ça il faut voir que de toute façon il faudrait en ce moment-là essayer de neutraliser l'armée. Et ça grâce notamment à l'institution du comité populaire volontaire de défense qui s'affrontera avec éventuellement les milices ou les mercenaires ou les séditieux du système. Un troisième point rapidement, c'est mettre en place ou nommer d'urgence les organes
exécutifs, non pléthoriques, qui pourront, en ce moment-là, grâce à des actes très forts, assurer une gestion efficace de crise. Je dis non pléthorique pour pas que ce soit une machine à ronronner, etc. Et dans ces conditions, alors il faudrait absolument assurer la sécurité publique, la diplomatie courante et l'administration civile et stabiliser le pays. Donc ce serait un des éléments primordiaux. Le deuxième élément, c'est qu'il faut renouveler d'urgence les autorités judiciaires afin de statuer sur les principaux crimes de sang et économique. Alors, le quatrième point, et je vais m'arrêter rapidement, convoquer une convention devant proposer et défendre l'amélioration de la Constitution de 1992. Donc ça c'est très important, notamment le problème de l'institution présidentielle, mais aussi le Parlement, est-ce qu'il faut maintenir cette pléthore de Parlement. Alors, le dernier, évidemment, préparer des élections générales après avoir constitué cette convention. Le dernier point, c'est destiner la réserve de la table ronde, il restera des éléments de la table ronde, en structure de veille des droits fondamentaux pour lutter contre les détournements, contre les dérives totalitaires, etc. Donc voilà, moi je pense qu'on doit être fonctionnel au jour J après la destitution de... quelle que soit la forme, mais je pense que la meilleure forme, c'est qu'il y ait un mouvement populaire, insurrectionnel, qui peut prendre plusieurs formes, mais ça permet de garantir l'évolution par la suite. Merci, grand-père Bakala. D'abord, bonsoir et bonjour et bonsoir à tout le monde. C'est toujours un plaisir de se retrouver et d'échanger, de communiquer. Par contre, il nous manque beaucoup de réalisme et de pragmatisme parce que concrètement, la rencontre avait défini des objectifs, des thématiques. Et d'ailleurs, ce sont ces thématiques-là qui ont motivé ma présence ici. Et pour y répondre, j'en profite ici l'occasion de dire à mes compatriotes que le coup d'État de 87 avait provoqué un électrochoc dans ma conscience. Et je me suis posé toutes les questions que tout le monde se pose aujourd'hui. Les questions d'identité ethnique, régionalisme, de pouvoir, toutes ces questions-là. Je me suis posé ces questions-là, ça fait 22 ans aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que j'ai concocté un projet de société et que j'aurai l'occasion de présenter ici le 15 du mois prochain, parce que le livre, l'Harmattan a accepté de le publier. Et il reste juste des questions techniques, notamment au niveau de la typographie, qu'ils sont en train de corriger en ce moment. Et j'aurai l'occasion de le présenter en avant-première. Et je pense que nous trouverons, parce que comme on dit souvent, dans une société, il y a toujours des personnes agissantes. Nous parlons tous des questions qui nous dépassent et qui sont devenues presque insolubles. On revient toujours sur les mêmes thématiques. Mais là, vous aurez l'occasion de voir un peu comment j'ai structuré les choses. Et cette structuration-là est née aussi des échanges que j'ai eu avec les autres compatriotes parce que je ne suis pas resté dans mon coin pendant 20 ans en train d'écrire un truc imaginaire. Mais en tout cas, dans ce livre, d'emblée, je peux vous dire une chose. Parmi les solutions sur le plan institutionnel, parce que j'ai travaillé sur le plan institutionnel, administratif, des projets économiques, et aussi, parce que les gens oublient souvent que les projets économiques sont menés par des hommes et des femmes qu'on appelle des entrepreneurs. Donc j'ai 3 chapitres que j'ai développés pour faire en sorte que le Congo puisse avancer de la meilleure des façons. Mais surtout, le point le plus important, c'est la question institutionnelle. Alors, pour vous donner une idée de la chose, comme ça d'emblée,
les partis politiques dans le projet de société pour le Congo. Et ça va au-delà du Congo parce que les problèmes que nous avons au Congo, ce sont les mêmes au Gabon, au Cameroun, Côte d'Ivoire, hein, tous les pays d'Afrique noire où il y a des identités, diversité ethnique. Alors, donc d'emblée, ce que je remarquais, c'est que nous, Africains, bon, c'est à cause de l'histoire et de la colonisation, nous réfléchissons selon le logiciel occidental. C'est-à-dire que nous avons tous les repères au niveau des modèles de pensée, c'est fondé sur ce que nous avons appris ou ce que le colon nous a appris. Et par la suite, nous agissons africains. Alors, il s'est posé un gros problème, donc il y a vraiment un fossé qui m'amène à réfléchir autrement. C'est-à-dire que le modèle occidental, ou ce que j'ai pu apprendre de l'Occident, me permet d'essayer de comprendre ce que je suis, moi-même en tant qu'être humain qui a une histoire qui n'a rien à voir avec l'Occident. Il se trouve que nous travaillons sur les mêmes modèles. Et donc, apprenons à penser africain pour avoir des solutions pour les peuples africains. Et c'est le travail que je fais. Donc, d'emblée, pour les propositions, moi, j'ai préconisé la suppression purement et simplement des partis politiques dans nos pays. Pour une raison simple. Il y a, je crois, quelqu'un qui rappelait que les partis politiques, il y a eu le président, quand il n'est plus là, c'est son fils qui reprend les rênes, etc. Effectivement, les partis politiques ont pour fondement les origines des assises régionales ou régionalistes. Donc, ça suppose quoi? Si nous avons des régions qui sont déjà identifiées comme telles, avec des peuples qui s'y retrouvent, les partis politiques n'ont plus de sens, puisque nos partis sont une émanation de la région. Donc on vient ajouter la division dans la division. Et le deuxième problème qui m'amène à supprimer de manière pure et simple les partis politiques, c'est que depuis, quand vous regardez les deux phases, après les indépendances, il y avait l'effervescence sur les partis uniques. Pourquoi? Parce qu'il fallait un parti unique pour empêcher justement les querelles ethniques. Le parti unique, il se trouve qu'il était toujours régenté par un groupe qui vient d'une région. Donc, quand vous prenez le PCT au Congo, il est toujours régenté par les gens du Nord. Nous ne cachons pas les choses. Et résultat de course, nous avons basculé par la force des choses, hein, l'évolution des sociétés, au multipartitisme, qui nous donne encore à peu près la même. On a toujours les mêmes conséquences. Donc pour moi, ce que je vous présenterai dans 15 jours, ce qui aimerait, moi je publierai un communiqué pour que les gens viennent assister, la suppression pure et simple des partis politiques. Voilà. Parce que nous sommes déjà suffisamment divisés pour ajouter une division à l'intérieur. Ensuite, il y a le volet de comment le pouvoir doit se redistribuer chez nous. Parce que, effectivement, c'est une question à laquelle je me suis vraiment penché. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'en souviennent, il y a toujours un fait générateur. En juillet 1996, Chirac s'est rendu au Congo. Il a fait un discours devant les deux chambres, hein, si vous avez la mémoire. Voilà. Ce discours-là, tout le monde a écouté. Et moi, j'ai un ami au Congo qui m'avait envoyé un exemple, puisqu'il a été relié par l'imprimerie nationale. Et je l'ai lu une fois, je l'ai relu 2 fois, et j'ai trouvé que parmi les discours prononcés par les hommes politiques français pour l'Afrique, je n'ai pas trouvé mieux que celui-là. Pourquoi? Et je vous invite tous, parce que c'est le travail que je fais, prendre sa source, non seulement le coup d'État, mais au niveau de la réflexion qui en a découlé, ça part de là. Donc j'invite tous mes compatriotes de télécharger le discours de Chirac de 96, juillet 96. Lisez-le, venez avec, parce que moi j'ai repris 3 ou 5 paragraphes de ce discours, et à la fin, on travaillera ensemble parce que toutes les problématiques que vous avez posées, par exemple, les enjeux au niveau institutionnel, la gouvernance publique, bon, la justice transitionnelle, ça je n'ai pas abordé ce problème-là, et l'armée. Le problème de l'armée, c'est que vous devez savoir une chose, il y a des pays ici sur la planète qui n'ont pas d'armée. Mais attention,
Ils n'ont pas d'armée et derrière, ils ont trouvé des mécanismes de protection. Si vous prenez un pays comme le Costa Rica ou voire le Panama, ils sont sous la protection des États-Unis. C'est-à-dire que si ces pays sont attaqués, les États-Unis interviennent. Bon, chez nous, il y a, je pense, le Cap-Vert qui n'a pas d'armée. Et donc, les problématiques de l'armée, si vous me posez la question sur ce sujet-là, pour ce qui me concerne, la suppression pure et simple de l'armée dans nos pays. Parce qu'aujourd'hui, le Congo n'a jamais été attaqué par un autre pays. Et l'armée congolaise que nous avons, c'est en fait un prolongement du contrôle par le pays colonisateur pour essayer de verrouiller les choses. Parce qu'à chaque fois, le pouvoir, lorsqu'il lance, il jette les militaires dans les rues, ils ne vont pas attaquer des ennemis de l'extérieur. Ce sont les populations qui subissent les mécanismes de nos armées telles que ça. Donc moi, sur le plan philosophique, l'armée dans nos pays n'a pas lieu d'être. Et nous pouvons trouver des solutions pour nous protéger, comme le font les autres pays. Donc aujourd'hui, nous avons des problématiques qui sont très importantes, qui sont posées ici, parce que moi, ça faisait longtemps que j'ai assisté à des réunions. Et j'ai pris le temps de travailler, et je n'ai pas fait 22 ans de travailler sur ça. Donc il est arrivé le moment où j'ai changé de stratégie pour que la compréhension soit en fait équitable pour tous. Parce que quand on soulève les questions de détenus dans nos sociétés, on oublie souvent que effectivement ce sont les mêmes qui sont les germes de nos difficultés aujourd'hui. Donc ce problème-là, tel que je l'ai conçu, dans 15 jours, nous sommes d'ici le 15 novembre, je suis en train de chercher une salle. Si quelqu'un peut m'aider à trouver une salle. Donc j'ai retenu comme proposition, pas de parti politique, pas l'armée, et puis ensuite on va... Ah oui, mais ça c'est mon point de vue. D'accord, ok. Mais par contre, l'armée, je n'ai pas introduit ce paragraphe-là dans le livre que j'ai terminé. Mais pour les partis politiques, c'est sûr, on n'en a pas besoin. Alors je disais que Marie-Nicodème Ganga, j'ai une observation et une proposition liée à la thématique. Je commence par l'observation. Bon, je vais le faire peut-être à acquérir par certaines personnes. Je dis, la thématique aujourd'hui, c'est une discipline de la science politique, la transitologie. Donc c'est l'étude du processus de changement. Voilà. Donc, c'est une thématique importante. Mais il y a l'inexorabilité de la transition. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement au Congo, dans des zones de situation de crise, la transition est inexorable. Cependant, c'est pour ça que j'ai mis ça dans l'observation, la transition dépend de la nature de la chute du régime. Et cette forme de chute déterminera les rapports de force. Lesquels rapports de force détermineront la nature de la transition. Il faut faire une illustration. La conférence nationale a sécrété une transition qui est différente de la transition post-Pascal Lissou. Quand je sors du Congo, vous avez l'Algérie, vous avez le Burkina Faso. Donc, les transitions, les natures de transition, il faudrait que vous intégrez ça dans la construction de la transition et de la mandature future. Parce que l'objectif de la transition, c'est rêver ce que sera la mandature future. Donc, les rapports de force vont déterminer la nature de la transition. Je tenais à faire observer cela. Maintenant, pour les suggestions sur la thématique, bon, je remettrai une contribution plusieurs, mais j'aurais souhaité, dans l'acte fondamental qui va être rédigé, qui devrait donc régir la transition, il faudrait qu'on y pense, consultons des juristes, qu'on mette en annexe de la Constitution, qui est l'engagement du président, la charte de la bonne gouvernance. Les juristes verront, mais je n'aimerais pas que ce soit une discussion, un principe de la Constitution, mais en annexe de la Constitution. Donc le président devait prêter serment sur ces deux documents. Mais je voulais un peu, rapidement sur l'Élysée. Non, ne faisons pas le mythe de l'Élysée, s'il vous plaît. Ne faisons pas le mythe de l'Élysée.
nous sommes nombreux qui allons à l'Élysée, moi j'y vais. Je suis de la reine, donc je sais ce que c'est. Donc nous évitons le mythe de la transition. Moi j'ai rencontré Macron, quand il était candidat, je ne voudrais pas m'apaisanter là-dessus, mais évitons le mythe de l'Élysée. Voilà, donc petite contribution. Bonjour à tous, enfin Lucien Brambou, bon, ancien secrétaire et fondateur du CRAN, Conseil représentatif de l'association noire. Bien, je voudrais d'abord remercier la table ronde, enfin les organisateurs de la table ronde, Alexis, M. Touramani, mon jeune frère Nango, et puis toutes les personnes effectivement qui sont intervenues ici. On voit bien la difficulté de débattre d'un sujet relativement difficile, qui est celui effectivement de la transition politique. Parce que quel est le problème qui est posé? C'est comment on passe en effet d'un projet d'un État non démocratique vers un État démocratique. Alors évidemment, chacun a son interprétation. Alors je vais faire court. Une observation. Donc le général de Gaulle quitte Londres en 1944, il arrive où? Il arrive à Alger. Et bien, à partir de là, il crée le gouvernement provisoire de la République française, avec des gens comme M. Bidault, comme Philippe Ligouin, des gens qui n'étaient pas forcément de son bord. Mais or, nous vivons aujourd'hui avec un certain nombre de résultats de ce gouvernement provisoire. 1. La sécurité sociale, créée en 1945. 2. Effectivement, on a vu le droit des femmes pour le droit de vote, la lutte contre la délinquance infantile. Donc, cette transition-là a produit des résultats. Alors, je viens moi à ma proposition. Évidemment, si je suivais mon frère Pangou, Poitiers-Pangou, ben, il n'y a pas de transition, puisque pour lui, le Congo n'existe pas. Donc, je provoque un tout petit peu. Ok, il n'y a pas de transition. Bien. Alors, revenons effectivement à ce qui a été dit. Je vais le prendre point par point, je fais des propositions. D'abord, tout le monde a dit autour de cette table, il fallait réparer le Congolais. C'est vrai, il faut lui redonner son identité. Avant de construire l'État, construisons la nation. Et la nation passe par quoi? Elle passe par la personnalité, ce que j'appelle de base, l'homme congolais, avec un grand H. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que celui qui arrivera au pouvoir après la transition, qui aura donc ce document de travail, ben, devra créer effectivement une espèce de ministère de la réparation, de la justice transactionnelle. Il faudra que, qu'il y ait des caravanes qui aillent dans tous les États, pardon, dans toutes les régions du Congo, pour se demander pardon mutuellement. Ça, c'est quelque chose de très important. 2. Les Congolais doivent se sentir partout chez eux. Il n'y a pas des gens du Nord, des gens du Sud. On peut travailler au Nord, construire au Nord, être chef d'entreprise au Nord, sans problème. Bon, ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, sur les institutions. La question a été posée sur le texte. Quel texte, effectivement, constitutionnel que nous allons adopter? Celui de la conférence nationale? Celui de 2002? Celui de 2015? Bien, je vais vous dire, sincèrement, j'ai été et je l'ai écrit dans Jeune Afrique, qu'on pouvait, je le dis, qu'on pouvait modifier la Constitution, mais j'étais déçu parce qu'on en a fait, parce que le président en a fait, par le trucage des élections. Donc, quelle Constitution? Alors, je fais une proposition. La proposition, c'est, une fois qu'on a réglé les problèmes du texte fondamental, première proposition, c'est la création, effectivement, d'une présidence sur 10 ans, non renouvelable. Alors, sur 10 ans non renouvelables, on supprime le Sénat. Deuxièmement, on crée une chambre, la chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, pour 10 ans aussi, mais avec une mandature de 5 ans, les élections 5 ans. À chaque fois quand on fait une élection, le vice-président sort, si vous voulez, de ce groupe qui aura gagné les élections. Alors, ça donne un peu ici un modèle à l'américaine, mais ça permet effectivement d'avoir, du temps pour régler les problèmes, j'allais dire, régaliens, et deux, de voir si, concrètement, le président de la République travaille ou pas. Comment va travailler l'Assemblée nationale? Il faudrait, autour de l'Assemblée nationale, des techniciens. Une sorte d'agence qui vont, en fait, aider les députés à mettre en place des politiques publiques. Alors, quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est d'établir des ordres de priorité. Bien, c'est un modèle. Ce modèle, il y en a d'autres, comme celui de mon ami Bankunda Félix Pelé, effectivement, sur le collège présidentiel, etc., comme celui de David Londi sur la fédération. Mais vous voyez très bien, avant d'aller vers des innovations institutionnelles, il faut déjà commencer avec ce qu'il y a. Ça, c'est l'aspect institutionnel. L'aspect maintenant économique. Bon, une gouvernance économique nouvelle. C'est quoi une gouvernance économique? C'est un bon mot, mais il faut être très très précis.
Alors, il faut déjà paramétriser toute l'économie, les prendre secteur par secteur. Qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas, premièrement. Deux, quels sont les contrats qui ont été passés dans ces différents secteurs et comment on renégocie ou pas ces contrats. Sachant bien que quelqu'un a dit ici, il faut aussi respecter les intérêts étrangers. Ben, c'est vrai. Alors, j'utilise souvent un mot, effectivement, dans mes analyses sur Congo Liberty, de réseau. Mais le réseau, c'est quoi? C'est celui dans lequel nous sommes là, en ce moment. C'est celui que nous critiquons. Sa partie internationale, mais c'est l'Élysée. Donc, il faut faire exploser tout ça pour qu'on redevienne une nation. Alors, donc ça veut dire, on fait effectivement le paramétrage de toutes les entreprises, d'accord. Deux, qu'est-ce qui nous appartient, qu'est-ce qui ne nous appartient pas. Il y a des modèles économiques, effectivement, qui permettent, comme les dépréciations des goodwill, c'est-à-dire concrètement, l'entreprise existe, qu'est-ce qu'elle est capable de donner après. Et à partir de là, on établit un raisonnement pour voir ce qui nous revient et ce qui revient effectivement à l'étranger. Bien. Donc, c'est vrai pour l'économie. L'agriculture, nous savons tous que le Congo est traversé par un territoire quelquefois argileux, sablonneux, marécageux. Nous ne savons pas faire, nous ne savons pas cultiver, mais nous avons passé des alliances. Nous avons passé des alliances avec l'Union européenne. Il y a dans le monde des agriculteurs français, pas que français, européens, qui sont capables d'aider effectivement nos agriculteurs. Ça suppose en fait une volonté politique de passer des pactes, des partenariats pour passer de ce que j'appellerais la culture domaniale à une culture intensive et à grande échelle. Donc voilà pour l'agriculture. Pour les services, il faut revoir tous les contrats liés au port, etc. Et on en revient à un problème fondamental. C'est le problème de l'éducation, c'est le problème de la santé, c'est le problème de l'école. Je crois qu'il faut, à bas bruit, remettre ou arrêter toutes ces écoles privées qui pullulent au Congo et dont l'objectif est simplement de se faire de l'argent. Ça c'est clair. Il faut là une décision politique relativement importante. Sous le domaine effectivement de la santé, puis j'en aurais terminé rapidement, sur le domaine de la santé. Alors, on a construit des hôpitaux où il n'y a pas de médecins, où il n'y a pas d'appareils. Commençons par rénover ce qui existe, l'existant, les différents hôpitaux qui existent, dynamisons-les. Ça c'est un élément important. Je termine. L'argent est toujours le nerf de la guerre. Il faut effectivement que l'argent qui rentre dans les régies, les différentes régies financières, soit fléché absolument, que l'on sache d'où ça vient et où ça part. Alors, vous voyez bien, donc, je m'arrête là. Ce sont des éléments, effectivement, de débat. Je n'ai pas dit que ce sont des éléments définitifs, mais des éléments de débat. Mais la chose importante, avant de faire État, il faut faire nation. Et tant qu'on ne fera pas ça, eh ben, tout ce qu'on aura dit et qu'on fera sera un échec. Voilà, donc la nation n'existe pas. Non, pour l'emploi, voilà. Il faut la construire. Oui, au moins il faut la construire. Mais il y a un État, mais il n'y a pas de nation. Il faut et encore dans quel État? Et encore dans quel État? Voilà, je vous remercie. Moi, je voulais intervenir sur deux plans. Le premier plan, c'était le cadre. Donc, la thématique de la réunion aujourd'hui, c'était la transition démocratique au Congo sans M. Denis Sassou Nguesso. On n'aura pas votre pièce civile, mais... Oui, Wilfried Dandou. Donc, je suis dans l'association dirigée par M. Mwanda Moussoki, l'association de solidarité citoyenne de solidarité pour le Congo Brazzaville. Et donc je disais, je voulais intervenir sur, je reprends mon discours, donc d'abord sur deux plans. D'abord le cadre. Donc, le cadre qui était fixé ici, c'était transition démocratique au Congo sans M. Denis Sassou Nguesso. Moi je pense qu'il faut peut-être travailler sur un cadre plus grand, c'est-à-dire qu'il fallait élargir le paradigme, dans le sens que le cadre que nous situons fixe ce que l'on fait dans l'avenir. Donc moi je travaille plutôt une transition démocratique pour mieux vivre dans la société congolaise. Ça inclut nécessairement peut-être le départ de Sassou Nguesso, mais ça inclut aussi d'autres choses, que ce soit Sassou Nguesso, Wilfried ou quelqu'un d'autre, que demain nous pensons un Congo où nous continuons tous à vivre tranquillement chez nous. Donc peut-être que
cette thématique-là ou cette réflexion-là nécessite nécessairement le départ de M. Sassou Nguesso, mais je ne me limite pas qu'à ce cadre-là. Je regarde dans un cadre beaucoup plus grand. Donc dans les propositions, donc le deuxième plan, c'est le plan des propositions. Il y a un certain nombre de thématiques qui ont été faites ici, de propositions de thématiques qui ont été faites. Je les rejoins, mais j'avais d'autres thématiques sur lesquelles je pense que je souhaiterais que cette thématique-là fasse partie des réflexions que nous aurons ensemble. Première thématique, c'est les acteurs de la société congolaise. Il y a quelque temps, j'ai discuté avec un de mes beaux-frères qui est citoyen de la RDC, et qui me disait, pendant qu'il y avait des problèmes là-bas, que nous, Congolais de la RDC, nous pensons que nous sommes les seuls acteurs de ce pays-là, et généralement nous négligeons les autres acteurs, mais qui sont là et qui sont présents et qui ne partiront pas. Il parlait des acteurs comme le FMI, comme les États occidentaux. Donc, il nous faudrait, dans la conception que nous avons de notre pays, identifier, ou du moins que nous ayons conscience de tous les acteurs, de leur rôle et de la place que nous voulons leur donner. Donc chez nous, il y a comme acteurs nos populations, il y a les partis politiques, il y a le FMI, il y a la France, il y a l'Italie, il y a l'armée. Donc il faudrait que nous soyons conscients de ces acteurs. Nous sommes tous acteurs, quel que soit le cas, où certains parlent de négocier avec la France, d'autres de l'exclure. Nous devons avoir conscience que c'est un acteur, que d'une façon ou d'une autre, nous devons intégrer dans nos plans, dans notre philosophie. Je ne sais pas dans quel cadre on va le mettre, mais bon, on en reviendra. Deuxième point, ce qui est latent, ce qu'on essaie d'ignorer tous, c'est la question des ressources. Vous allez voir, par exemple, les constitutions des pays nordiques, les mieux et les plus démocratiques. Quand vous ouvrez leurs documents de base, d'organisation, une des premières choses qui parlent, c'est les ressources. Comment on distribue les ressources pour qu'elles soient sur la table, pour que chacun ait sa part. Les Occidentaux viennent chez nous chercher des ressources. Ce sont ces ressources-là. Nous avons besoin de ressources pour notre fonctionnement. Quand nous discutons avec le FMI, généralement ou récemment, ce que nous avons eu à faire, c'est de dire que, on ne veut pas. Mais combien des ressources que nous produisons nous reviennent? Quand on regarde le camembert des ressources, comme ici un peu les impôts, combien nous reviennent? Moi, j'estime que dans ces ressources-là, on n'a peut-être que 5% qui rentrent effectivement dans nos besoins à nous. C'est une question centrale. Il faudra l'intégrer dans nos dispositions. Avant de parler politique, de parler qui gouverne, qui... Luttons pour que demain, cette question-là soit centrale sur la table, qu'on dise que, aujourd'hui, on trouve des mécanismes dans les institutions après sur lesquels on va réfléchir. Comment on fait pour que il y a 10 régions, chaque région ait 50% des ressources qui nous reviennent, ou dans le camembert global, que le Congo dispose minimum de 50%. C'est un objectif de tout le monde qu'on mettra à la fin dans la vision qu'on partage sur le Congo. Et regardons ces ressources-là. La dette, elle fait combien? Pourquoi elle est là? Si on veut rembourser la dette, elle rentrera dans les parties des 50% sur lesquels on va rembourser. Donc c'est une question centrale, je pense qu'on ne peut pas ignorer. Donc, troisième proposition, c'est les organisations, c'est le fondement de notre société. Aujourd'hui, nous concevons notre société comme elle a été conçue par le colon. C'est-à-dire qu'on a créé une société avec ministère de la Santé, ministère de l'Éducation, ministère... Et cette société-là, au départ, quand le colon est venu à coloniser la société congolaise, elle avait pour fonction de fournir une force qui travaille au maintien d'un certain calme et à produire des ressources pour certains. Et aujourd'hui, quand vous regardez l'économie congolaise, c'est pareil, on est dans un fonctionnement où la société continue à fonctionner, nous pensons que Sassou est le problème, mais derrière, qu'est-ce que nous pensons que le Congolais est, enfin le Congo est pour le Congolais? Quelle est notre vision de ce fonctionnement? Quelle est la place du Congo dans ce système, du Congolais dans ce système? Que ça soit, est-ce qu'il ne faudrait pas refonder le système pour qu'il tourne pour les Congolais?
que le Congolais soit le centre de ce système-là. Donc, dernière proposition, enfin la finalité on a déjà définie, c'est le fonctionnement, c'est les institutions. Il y a déjà une thématique dessus, je ne voudrais pas ajouter, je m'arrêterai là. Ok, bonjour à tous, Jean Cyriac Vadela, je suis une individualité donc congolais, voilà. Ancien membre des Assises au monde de l'Assise. C'est Alexis qui confirmera cela. Ok. Voilà. Bon, moi je vais aller droit au but. Hein. J'ai écouté les uns et les autres, j'ai été fasciné effectivement par la teneur des débats. Au téléphone déjà, j'avais dit à Alexis Nyayoko que c'est dommage que, effectivement, dans la thématique, qu'on ait déjà dit transition, sans Sassou. Sassou, c'est tout un système, hein. C'est pas seulement la personne, c'est un système. Donc on va se priver des réflexions du PCT et des partis affiliés. C'est dommage. Mais quoi qu'il en soit, pour la première proposition ou remarque, je pense qu'il serait de bon aloi de se rapprocher de l'aile rénovatrice des, je ne sais pas trop comment les appeler, du PCT, les rénovateurs qui sont aussi bien au pays qu'ici. Je pense qu'il y a matière à. D'autant plus que la transition, elle doit inclure mais tous les enfants du pays. Hein. Il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre les méchants. Ceux qui sont bons aujourd'hui étaient peut-être méchants il y a quelque temps, mais on ne va pas refaire l'histoire. Voilà. Et je pense que dans mes propositions, je vais aller droit, hein, on a droit à 2-3 minutes. Une transition, pour moi, elle ne doit pas durer longtemps. Elle ne doit pas non plus être courte, comme l'a montré la transition de 92-93. Donc, je pense, après, on pourra débattre dans les commissions, je pense que 3 ans serait une durée idéale. 3 ans, pourquoi? 3 ans pour, mettre en œuvre un certain nombre de mesures que j'appellerais moi des mesures de confiance. Dans les mesures de confiance, quelqu'un l'a dit, le diagnostic n'est plus à démontrer. On sait très bien de quoi souffre le Congo. Et donc, s'il y a transition, je pense que le mieux serait de rassurer les Congolais en leur disant, bon voilà, pendant 30 ans, voilà ce qui s'est passé, tenez une mesure symbolique. J'en avais déjà un tout petit peu discuté aussi avec Alexis, puisqu'on prend pour exemple le pays dans lequel on vit, la sécurité sociale elle a été créée en 45-46. C'est au sortir de la guerre. Donc cette création de cet organe résulte d'un besoin de la population. Donc la population est appauvrie, je n'apprends rien à personne. Et donc voilà, les gens ont réfléchi, il fallait mettre ça. Je pense que pour nous, il faut ça. Quelqu'un a parlé des ressources. Mais combien de Congolais ont déjà bénéficié de ces ressources-là, qui aujourd'hui nous pourrissent la vie, nous tuent, enfin bref. Mais il faudrait qu'un jour, au moins, même si on sait que la durée de vie de ces puits ou de ces ressources n'est plus que de 25 à 50 ans, puisque les Occidentaux déjà réfléchissent à une forme d'énergie. Or, nous, la principale ressource, c'est le pétrole, il ne faut pas se leurrer. Même si aujourd'hui, le Fonds monétaire ou les autres institutions nous apprennent maintenant à diversifier l'économie, mais pour l'instant, voilà, c'est le pétrole qui nous fournit plus de 50%, je n'ai pas les statistiques, mais je pense que c'est bien cela. Mais aujourd'hui, il faut bien penser à des mesures fortes qui vont, je rejoins le frère qui a émis le mot, redistribuer cette richesse-là. Doit-on mettre en place une sécurité sociale? Je parle de mesures, je ne parle pas de politique publique. Parce que la mise en œuvre des politiques publiques, elle implique 5, 6, 7 ans. Ce n'est pas en 2-3 ans qu'on mettra en œuvre des politiques publiques, mais fortes et dignes de ce nom. Non. Par contre, on peut mettre en œuvre des mesures. Et effectivement, le terme est sorti, hein, tout ce qui est mesures réparatrices. Bon, on met beaucoup de choses là-dedans. C'est vrai qu'il s'est passé des guerres, des gens et des Congolais ont été tués, il faut réparer tout cela. Mais des réparations qui vont revêtir un caractère symbolique. Parce que la personne humaine n'a pas de prix. Donc si on se dit aujourd'hui que bon, on va recenser tous ceux qui ont subi, symboliquement on dit qu'on donne un euro ou un franc aux Congolais, ça sera à titre symbolique. Ça ne sera pas pour réparer un dommage dont on n'a même pas établi la responsabilité de qui que ce soit. Mais c'est un signal qu'on montrera au peuple pour dire bon voilà, on a entendu les cris, on a compris, on répare ça et on passe à autre chose. On ne va pas continuer à pleurer les morts pendant 50 ans. Ils sont dans notre conscience. Mais un État doit avancer. Donc, pour terminer, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse pour ce qui concerne la transition, 1, sur la durée, 2, sur les mesures de confiance.
Et dans ces mesures de confiance, pardon, il y a un volet que je n'ai pas abordé, c'est celui des institutions. On arrive à la transition. Les institutions qui seront présentes sont celles qui ont travaillé pendant 30, 40, 50 ans avec des mécanismes. Et le fonctionnement de ces institutions, mais elles sont un peu garanties par des hommes qui appartiennent à un parti. Enfin bref, c'est assez complexe. Donc je pense qu'il faudra, revoir tout ce qui est institution. J'entends par institution et j'aborde, je souscris à l'idée d'Alexis. Faudrait-il peut-être affaiblir la présidence? Pourquoi avoir un homme fort? Affaiblir la présidence? La justice, cette fameuse justice-là, ne serait-elle pas à faire une refonte? Et trois, l'administration. Aujourd'hui, il suffit de gagner les élections. Après, ceux qui font partie de l'administration sont ceux qui sont originaires de celui qui est au pouvoir. Je pense qu'il faut revoir ça aussi. Voilà. Donc moi je pense qu'il faut travailler sur des mesures que l'on peut mettre en œuvre pendant 3 ans, mais des mesures symboliques et fortes qui vont impulser les prochaines dynamiques des politiques publiques de ceux qui vont gagner les élections 5 ou 10 ans après. Voilà. Je pense avoir... Je m'appelle Roger Babimba. Bon, j'ai pas grand chose à dire. Je pense que l'avantage de parler en dernier, c'est parce que tout a été dit, donc on n'ajoute pas grand chose. Cependant, on retient quand même des choses qui ont été dites par-ci par-là. Par exemple, ce qu'a dit mon frère Ganga, que la forme de la transition dépend aussi de la façon dont on a eu le pouvoir. Alors, moi, je me dis, mais à partir du moment où on ne met pas l'accent sur la conquête du pouvoir, parce qu'évidemment, nous voulons l'écarter. On ne veut pas vraiment aborder le sujet sur comment acquérir le pouvoir. Et donc, même si une transition est bien pensée, mais cela, si ce n'est pas nous-mêmes qui avons pensé cette transition, qui accédons au pouvoir, je ne pense pas que ceux qui auront le pouvoir, par exemple à Brazzaville, pourront venir chercher le document qui a été rédigé. Et donc moi, dans ma proposition, c'est de penser, peut-être ajouter une commission relation avec Brazzaville. Parce que la diaspora, parfois, elle se surestime un tout petit peu. Non, il faudrait vraiment intégrer les acteurs locaux. Parce que s'il se passe quelque chose aujourd'hui à Brazzaville, et ils sont aguerris, hein, et je ne pense pas qu'ils vont vous ouvrir, ils vont vous accueillir avec les bras ouverts. Hein, ils sont là, ils vont prendre le gâteau eux-mêmes. C'est pour eux. Et donc, la diaspora, le rôle de la diaspora, c'est d'être un complément, de travailler avec eux. Donc voilà, il faut le faire. Il faut penser à la conquête du pouvoir, mais en travaillant vraiment avec plutôt les acteurs locaux, parce que c'est important. Et si jamais nous considèrent comme étant des gens qui nous sommes des têtes qui réfléchissent et qu'eux, ils ne sont rien, il ne se passera rien. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on arrive à une situation comme ce qui s'est passé en Angola pendant la guerre. J'étais jeune, mais je ne comprenais pas pourquoi l'unité MPLA se battait pour l'indépendance du pays et qu'au lieu de s'affronter de chasser l'Occident, ils s'affrontaient eux. Parce que nous, la diaspora peut être confrontée aux acteurs locaux si on ne fait pas attention. Donc vraiment, c'est important de les intégrer dans nos réflexions. Secrétaire général des Assises, je représente donc John Binit Empêché et membre fondateur de Kimpwanza. Cette problématique rentre dans le fond même du Kimuntu de Kimpwanza. Je prends à témoin ici, et pour rassurer certaines vues au départ, je prends à témoin, il y a Alexis, Grand Ben, tous ceux qui avaient été le 24 février 2014 à Sevran. Lorsque j'avais ouvert ce conclave, qui était en fait la continuité des États généraux de Rouen 2003,
un grand conclave qui avait rassemblé la diaspora. Et en 2014, nous avons pensé qu'il fallait continuer sur cette orientation. Ce jour-là, j'avais dit que la diaspora doit se rassembler, pas seulement pour bouter Sassou et son système dehors, mais également penser le Congo de demain. Le Congo pour lequel nous nous battons aujourd'hui. Parce que dire toujours Abba, 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 et vous ne faites rien miroiter aux populations. Faye qui est là, il ne sait pas ce qu'il adviendra de lui demain une fois que Sassou et son système partent. Parce que l'histoire politique nous enseigne que parfois c'est le troisième larron qui rafle le gâteau. Vous qui vous êtes battus pour X et Y raisons, vous êtes laissés à la porte et ce sont d'autres, les combattants de la 25e heure, comme j'aime bien cette expression, qui vont rafler parce qu'ils sont proches de X ou Y, des gens qui potentiellement se sont trouvés à côté du pouvoir au moment où le pouvoir était là. C'est une problématique essentielle. Pour que Faye donne tout jusqu'au point de se sacrifier. Et quand je parle de Faye, c'est une image. Pour que le jeune homme de Nganga Lingolo ou de Talangai accepte de prendre le risque de vouloir que ce système tombe, il faut qu'on lui montre, qu'on lui miroite ce que sera le pays dans lequel il va vivre une fois que le système est tombé. Sinon, c'est du blablabla, les gens se disent, voyez-vous. Donc, c'était un cahier des charges, un livre blanc que nous devions rédiger depuis 2014 pour pouvoir représenter au peuple. Voilà pourquoi vous devez abandonner Sassou Nguesso. Voilà pourquoi vous devez tout faire que ce système tombe, parce que demain, ce seront les jours heureux. Et les jours heureux, c'est le programme du CNR, le Comité national de la résistance. En France, le programme du CNR a été conçu dans le maquis pendant la résistance. Les Français n'ont pas attendu que les nazis soient dégoûtés, que Pétain tombe pour dire aux Français, voilà, enfin nous avons le pouvoir, voilà comment nous réorganisons le pays. Non. Vichy était là, les Allemands étaient là, et les gens qui étaient dans les Matiti, dans les forêts, à Londres, à Brazzaville, à Alger, ont réfléchi, ont pensé. Et ils ont mis en place le programme des jours heureux. Et Lucien Pambou l'a dit, certains d'autres sont revenus là-dessus. La sécurité sociale, beaucoup de choses relèvent de ce programme des jours heureux. La diaspora a failli. Je ne vais pas nommer des gens, mais en tout cas de 2014 à ce jour, nous avons pris du retard. Et là j'en viens... Non, je ne vais pas les nommer. Et là j'en viens donc aux propositions concrètes. Pourquoi je tenais tant à ce que l'on aille au sens de cette manifestation. Je comprends. Nous avions eu des grandes messes ici à Paris. Ces grandes messes ont disparu. Et les uns et les autres ont soif de remettre le pied à l'étrier. Bon. Et ils ont semblé penser que c'était une occasion pour venir reparler de la politique en long et en large au niveau de la diaspora. Non. Pensons la transition. Parce que le général Mokoko, s'il avait gagné les élections, pour ne pas dire si le peuple l'avait amené au pouvoir, il voulait la transition. Mais qu'est-ce qui allait se passer? Ne rêvons pas. Il allait y avoir une merde telle que les décisions allaient être prises du jour au jour. Des décisions qui se contrediraient parce que cette transition n'a pas été pensée en amont. Voilà la quintessence de pourquoi il faut penser. On ne met pas la charrue avant le bœuf. On pense
ce que sera le Congo de demain pour motiver les uns et les autres à se battre pour que le système tombe. Et grâce à ces propositions-là, on pourra enfin savoir par où commencer. Bien. Pour moi, la transition, je donne ça comme ça, je vous remettrai le secrétariat, le petit papier. Juste une seconde, ça n'engage que toi bien entendu. D'affirmer que Mokoko, honnêtement, on n'est pas dans le non, on ne va pas faire un débat là-dessus. On ne va pas faire ça n'engage que toi. Oui, faisons l'économie du débat. Bien, donc il s'agit de réorganiser le Congo, lui donner un nouveau socle sur lequel devra s'appuyer toute la vie future des Congolais. Constitution. Refonte et réappropriation culturelle. Les gens qui ont étudié nos ancêtres les Gaulois. Et tous ces Congolais qui ont pour livre de chevet la littérature française, tant pis pour vous, il faut qu'on revienne au Congo, à l'africanité. Donc la constitution congolaise doit être adaptée selon nos canons. C'est fini là, vos études à la Sorbonne ou quoi. Parti politique. Dissolution et légifération sur les partis politiques. On y réfléchira. Est-ce qu'il faut donner la liberté à quiconque de créer un parti politique ou 3 partis ou pas de parti politique? Mais en tout cas, c'est une problématique. Division administrative. Le Congo compte 12 régions. Ces régions-là reposent sur quoi? Nous allons y réfléchir. S'il faut créer que 3 régions au Congo ou alors plus, on y réfléchira. Et cela, c'est une refonte qui fera aussi une réadaptation culturelle et également politique, parce que la division administrative doit aller aussi avec ce que nous voulons, avec le besoin de construire la nation, de refonder la nation. Ça va dans ce sens-là. Découpage des circonscriptions électorales, la décentralisation, l'hymne et le drapeau, la redistribution sociale de la richesse nationale. Le pétrole, l'argent du pétrole, l'argent de notre richesse, on ne voit rien. Peut-être que nous pourrions décider que bon vent, mal vent, il y aura 1 euro sur chaque compte de chaque Congolais, parce que les Congolais auront maintenant, tout sera informatisé, les Congolais auront un compte, ils auront au moins 1 euro chaque mois, que c'est la richesse nationale. Tout ça, c'est à penser. Place des chefferies traditionnelles. Il y a des Maluango, il y a les Teke, le poule, sinon plus personne ou je ne sais pas comment, ben tant pis. Mais en tout cas, il faut penser aux chefferies traditionnelles. Le statut des structures scolaires et sanitaires. On l'a dit ici, les cliniques privées, les écoles privées, on sait ce que cela vaut. Il faut y réfléchir. Le code des investissements. Selon qu'on soit un national ou un étranger, comment sera le code des investissements au Congo? La question de la monnaie, la problématique des forces armées, on en a parlé ici. Le devoir de mémoire, vérité, justice, réparation, conciliation et réconciliation des Congolais avec l'histoire et entre eux. La conciliation, c'est que nous devons arriver à assumer une histoire que nous allons accepter que oui, depuis la pénétration, depuis Diego Kao jusqu'à ce jour, voilà ce qui s'est passé objectivement dans notre pays. Il ne faut pas qu'il y ait des gens qui disent non, Matsuwa n'était pas un résistant, ah si, il était un résistant, et non, il faut qu'il y ait une conciliation. La sacralisation de l'intérêt national. Quelqu'un a parlé de ce livre ici. Eh bien, en ce moment, c'est mon livre de chevet aussi. Et je suis heureux que Aimé Matika soit l'un de ces rares politiques congolais qui, avant de mourir, raconte tout sur ce qu'il a vu, sur ce qu'il a fait et sur ce qu'il a entendu. Et qui est en région parisienne actuellement. Fixation des axes, la sacralisation de l'intérêt national. Voilà. Fixation des axes de la politique étrangère et de la politique africaine. Est-ce faire du panafricanisme ou non? Demain, est-ce qu'on va unifier notre pays avec la RDC ou avec le Gabon? Comment l'État fédéral d'Afrique? Tout ça. Définition du panthéon congolais et d'un ordre émérite des compagnons de la libération. Il faut qu'on sache
qui sont les martyrs et les héros du Congo. Cher grand frère, Je termine. oui, Il reste que 3. Il reste que 3. Je termine là, je termine. La problématique, l'ordre et mérite des compagnons de la libération, ça c'est ce que j'ai dit. Moi, j'aimerais que je sache maintenant là, que je ne me bats pas pour du vent, hein, que demain je peux mourir. Mes enfants, ma descendance, mes ayants droit auront quelque chose par rapport à tout le sacrifice que je mène. C'est important. Demain, je ne serai peut-être pas ministre, si ça sous-tombe. Mais il faut au moins que, en tant que résistant, que j'ai cette reconnaissance-là. Refonte de l'institution du mariage. Ça aussi, ça nous est à cœur. La problématique du foncier, ce qui est des familles et ce qui relève de l'État, j'en ai terminé. Donc je vous ai versé ça comme ça. Vaille que vaille. Je pense que tout le monde a pu s'exprimer. On a fait un tour de table. Il y a eu plusieurs sujets qui ont été évoqués, qui à mon sens vont faire partir de commissions. Il y a des piliers, et au sein des piliers, là on a parlé d'institutions, mais les institutions vont de la présidence de la République, peut-être jusqu'au chef du quartier. Donc le moment venu, au sein de la commission, si on l'appelle comme ça, institution, on définira, et surtout les priorités. On ne peut pas parler de tout. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que il faut qu'on fasse beaucoup de pédagogie. Quand je dis ça, c'est quoi? Il est évident, comme disent certains, qu'il faut d'abord faire partir M. Denis Sassou Nguesso pour ensuite appliquer une transition. Mais on est tous d'accord. Mais si on avait fait avant l'état des lieux, on parle aujourd'hui du général de Gaulle. Moi, c'est une histoire que je connais très mal. Et je connais un tout petit peu l'histoire de la guerre d'Algérie. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que si on était dans une organisation, entre guillemets, unique, parce que souvent on parle des vainqueurs. En Algérie, il y avait plusieurs tendances, mais la tendance FLN avait pris le dessus. Comme en France, il y avait le général de Gaulle, mais bon, bref. Ce que je veux dire par là, c'est que dans ce type d'organisation, on serait dans ce type d'organisation, il y aurait, entre guillemets, pour ceux qui parlent de chasser Sassou du pouvoir par les armes, il y aurait une branche militaire, et puis il y aurait à côté de ça une branche militaire qui réfléchirait comme on veut réfléchir aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être que dans notre réflexion, il nous manque cette branche militaire qu'on appelle ou de tous nos voeux, mais on peut aussi commencer à réfléchir. On est dans un projet. Peut-être que demain, il y a une branche militaire qui pourra nous rejoindre. Il y a une chose, moi qui m'a frappé, c'est que pendant l'élection présidentielle, et là je rejoins un peu ce que Page disait, quand on a écouté les programmes des candidats, est-ce qu'il y avait une vision pour le Congo? Moi, je n'ai entendu ni de vision chez Kolela, ni chez Tsatsi Mabiala, ni chez le général Mokoko. Donc, tout ça pour dire que demain, effectivement, n'importe qui peut arriver au pouvoir. Il faut qu'on arrive à leur imposer une dynamique politique qui s'assoit sur des fondamentaux. Moi, le but aujourd'hui, ce n'est pas d'être ministre ou président de la République. Honnêtement, ça ne m'intéresse pas. Mais pour recadrer le sujet, on a beaucoup parlé de mauvaise gestion, ok. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que notre réflexion intègre le fait qu'on doit faire des propositions, sur ce qui a beaucoup meurtri les Congolais, ce sont les guerres et les conquêtes du pouvoir. C'est-à-dire, est-ce qu'on est en mesure d'imaginer des institutions demain qui vont, pour peu, faire en sorte que cette compétition-là soit moins conflictuelle? Après, pour le reste, il y a ce qu'on appelle la bonne ou la mauvaise gestion. Je suis désolé, mais on peut aussi, à l'issue d'un mandat, bien qu'on ait mis un cadre, qu'on prenne des mauvaises orientations politiques et qu'à la fin, qu'on se casse la figure. Donc, intégrons aussi le côté conflictuel. Si on aura beau mettre des institutions, moi je suis sûr d'une chose, excusez-moi, moi je suis de la Bwenza, je suis sûr d'une chose, si demain, dans la configuration actuelle, même après Sassou Nguesso, s'il y a un leader du pool
et un leader des pays du Grand Niari au deuxième tour des élections, on aurait encore ce qui s'est passé en 93. Donc à un moment donné, essayons d'imaginer des institutions qui vont faire que même si on ne s'aime pas, mais le but c'est ça. Moi j'ai envie de dire, on n'est pas obligé de s'aimer pour vivre ensemble. Il faut un cadre. Voilà, donc c'est le problème du tribalisme. Et puis, il y a une autre chose aussi. On a vu, on a bien vu, il y a quand même une crainte, j'ai envie de dire, légitime, subjective ou objective, où des gens vous disent, mais si ça se perd le pouvoir, on va se faire massacrer. Nous, on considère, en tout cas certains, qu'elle est subjective. Mais les autres la considèrent comme objective. Est-ce qu'on n'est pas en mesure de dire... Moi j'ai envie de dire, mais dans les propositions qu'on aura demain à faire, c'est de dire à ceux, il faut dire les choses comme elles sont, ceux des gens du Nord qui ont des craintes, qu'est-ce qu'il faut faire pour que vous soyez rassurés? Donc il y a quand même beaucoup de choses à faire ensemble, et je pense qu'on peut conclure parce qu'on a fait un tour de table. Ce que je veux dire par là, on va conclure. La conclusion, excusez-moi, après on pourra rester jusqu'à 22h hein, si on le souhaite, hein, mais au moins qu'on conclue. Il faut aussi qu'on apprenne à faire des réunions où on sort, hein, avec voilà, un résumé. Donc moi ce que je retiens, il y a comme pilier les institutions, il y a la justice, la justice transitionnelle, voilà. Hein. Il y a la justice transitionnelle, il y a l'économique, dans lequel on pourrait intégrer tout ce qui est gestion des ressources, la gouvernance de l'État. Voilà. Il y a l'armée. Oui, c'est-à-dire que ça, après, on va... C'est sur le court terme, donc. Voilà, ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'on identifie des piliers. Et puis ensuite, à partir de ces piliers, on pourra identifier des sous, entre guillemets, piliers sur lesquels on va s'apesantir. Donc, on va résumer. Institutions, justice, économique, l'armée est quand même beaucoup revenue. Hein? Maintenant, la lutte contre la corruption, ça peut faire partie de l'économique. De la gouvernance, enfin, en tout cas, ça va intégrer tout ça. Donc, moi, ce que je vous propose, donc, institutions, justice, économique, armée, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, mais aussi le tribalisme, l'ethnicisme, je ne sais pas dans quoi. Le tribalisme, on le met dans les institutions. Voilà, dans les institutions. C'est-à-dire que les institutions doivent être en mesure de régler ce problème-là. Une question. Voilà. Non, attends que je termine, s'il te plaît. Donc, en gros, on va rester sur ces 4 piliers. On va... Mais ça fait partie des institutions. C'est-à-dire que dans les institutions, si demain on pense que... Donc, voilà. Tu vas les noter là. Alors, il y a une chose aussi. C'est que, comme je l'ai rappelé, c'est un projet pour lequel on veut que tous les Congolais s'investissent. Donc, on est aujourd'hui un petit comité d'organisation. Il n'y a rien de fermé. Et comme on dit certains, il y aura peut-être des infiltrés. Mais, non, attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des infiltrés, nous parlons des institutions, nous parlons d'un rêve pour le Congo, ça reste un projet pour rejoindre le frère Babingi, c'est ça, hein? Babimba, excuse-moi. C'est un projet. Il y a le rapport de force qui viendra après. Ok. Ayons notre projet. Ensuite, essayons de faire en sorte qu'il soit majoritaire. Hein. C'est un peu ça. Donc, demain, il y aura des conférences débats qui vont tourner autour des piliers qu'on a définis. On essaie de contacter des techniciens. On a vos adresses mail. Ceux qui connaissent des techniciens sur les institutions, sur l'armée, mais qui nous les fassent connaître, qu'on entre en contact, qu'on discute. Peut-être que le grand frère Lucien Pambou, qui aime bien parler des institutions, pourra nous parler de la décentralisation, j'en sais rien. Donc, tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Ensuite, ces journées-là, on a commencé à réserver des salles. Il y a une communication qui va être faite pour la première conférence débat. On a réservé pour le samedi 23 novembre. Et ce qu'il faut que les Congolais sachent, en tout cas ceux qui sont ici, nous ne sommes pas les seuls. Hein. À Paris, il y a ceux des États-Unis avec lesquels j'ai beaucoup échangé il y a en gros une semaine. Il y a des Congolais à travers le monde et même au pays. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ces travaux ont un coût.
ne faut pas demain que les gens viennent nous dire que c'est Méry Martin qui a financé machin et tout. On a commencé sur fonds propres. On va diffuser pour la transparence le coût. Donc il y a un budget qui est en train d'être élaboré. Ça va être le paiement des salles. Un technicien qui vit en province, il faut bien qu'on paye son transport, qu'on paye son hôtel. Donc on va revenir vers vous avec un budget. Et puis, excusez-moi, le souhait, c'est plus qu'un souhait. Il faut qu'on soit en mesure au moins de contribuer sur un mois à hauteur de 20 ou 25 euros pour financer tout ça. Parce que si nous qui sommes là continuons à financer sur fonds propres, excusez-moi, que ma femme m'excuse, peut-être qu'elle va me virer demain de chez moi parce que la popote va en souffrir. Donc bref, c'est un peu ça. Moi je vous remercie, à moins que quelqu'un de l'organisation... Une question de méthodologie. Nous avons un rendez-vous pour le 23 novembre. Ça c'est la conférence débat. Sur quoi exactement? On va commencer par les institutions parce que c'est un peu le... Les institutions. Bon, pour vous dire la vérité, pour vous faire une petite confidence sur les institutions, le technicien qui va arriver ne va pas nous dire ce qu'il faut. C'est nous expliquer les différents dispositifs. On parle de transition, mais il faut bien un acte fondamental. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est quoi un régime parlementaire? C'est quoi un régime semi-parlementaire? Parce qu'en discussion avec un des techniciens, on m'a parlé de semi-présidentiel, semi-parlementaire. Moi, je n'y comprenais rien. Mais ma vision du Congo, peut-être que c'est celle d'un régime semi-parlementaire. Mais moi, je n'en sais rien. Donc, le technicien aura, entre autres, pour objectif de donner des éléments de réflexion aux participants. Après, il pourra nous donner aussi sa vision des choses. Mais après, bon, on finira par conclure. Ce que je veux dire par là, on va conclure. La conclusion, excusez-moi. Après, on pourra rester jusqu'à 22h, si on le souhaite. Mais au moins qu'on conclue. Il faut aussi qu'on apprenne à faire des réunions où on sort. Où on sort avec Voilà, un résumé. Donc, moi, ce que je retiens, il y a comme pilier les institutions. Il y a la justice, la justice transitionnelle, voilà. Il y a la justice transitionnelle, il y a l'économique, dans lequel on pourrait intégrer tout ce qui est gestion des ressources, la gouvernance de l'État. Voilà. Il y a l'armée. Oui, c'est-à-dire que ça, après, on va... C'est sur le court terme, donc. Voilà, ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est qu'on identifie des piliers. Et puis ensuite, à partir de ces piliers, on pourra identifier des sous, entre guillemets, piliers sur lesquels on va s'apesantir. Donc, on va résumer. Institution, justice, économique, l'armée est quand même beaucoup revenue. Maintenant, la lutte contre la corruption, ça peut faire partie de l'économique. De la gouvernance, enfin, en tout cas, ça va intégrer tout ça. Donc, moi, ce que je vous propose, donc, institution, justice, économique, armée, à moins que quelqu'un ait quelque chose à rajouter, mais il y a aussi le tribalisme, l'ethnicisme, je ne sais pas dans quoi. Le tribalisme, on le met dans les institutions. Voilà, dans les institutions. C'est-à-dire que les institutions doivent être en mesure de régler ce problème-là. Une question. Voilà. Non, attends que je termine, s'il te plaît. Donc, en gros, on va rester sur ces 4 piliers. On va... Mais ça fait partie des institutions. C'est-à-dire que dans les institutions, si demain on pense que... Donc, voilà. Tu vas les noter là. Alors, il y a une chose aussi. C'est que, comme je l'ai rappelé, c'est un projet pour lequel on veut que tous les Congolais s'investissent. Donc, on est aujourd'hui un petit comité d'organisation. Il n'y a rien de fermé. Et comme on dit certains, il y aura peut-être des infiltrés. Mais, non, attendez. Ce que je veux dire par là, c'est que même s'il y a des infiltrés, nous parlons des institutions, nous parlons d'un rêve pour le Congo, ça reste un projet pour rejoindre le frère Babingi, c'est ça, Babimba, excuse-moi. C'est un projet. Il y a le rapport de force qui viendra après. Ok. Mais ayons notre projet. Ensuite, essayons de faire en sorte qu'il soit majoritaire. C'est un peu ça. Donc, demain, il y aura des conférences débats qui vont tourner autour des piliers qu'on a définis. On essaie de contacter des techniciens
on a vos adresses mail. Ceux qui connaissent des techniciens sur les institutions, sur l'armée, mais qui nous les fassent connaître, qu'on entre en contact, qu'on discute. Peut-être que le grand frère Lucien Pambou, qui aime bien parler des institutions, pourra nous parler de la décentralisation, j'en sais rien. Donc, tout reste ouvert. Tout reste ouvert. Ensuite, ces journées-là, on a commencé à réserver des salles. Il y a une communication qui va être faite pour la première conférence débat. On a réservé pour le samedi 23 novembre. Est-ce qu'il faut que les Congolais sachent, en tout cas ceux qui sont ici, nous ne sommes pas les seuls à Paris. Il y a ceux des États-Unis avec lesquels j'ai beaucoup échangé il y a en gros une semaine. Il y a des Congolais à travers le monde et même au pays. Ce que je veux dire par là aussi, c'est que ces travaux ont un coût. Il ne faut pas demain que les gens viennent nous dire que c'est Méry Martin qui a financé machin et tout. On a commencé sur fonds propres. On va diffuser pour la transparence le coût. Donc il y a un budget qui est en train d'être élaboré. Ça va être le paiement des salles. Un technicien qui vit en province, il faut bien qu'on paye son transport, qu'on paye son hôtel. Donc on va revenir vers vous avec un budget. Et puis, excusez-moi, le souhait, c'est plus qu'un souhait. Il faut qu'on soit en mesure au moins de contribuer sur un mois à hauteur de 20 ou 25 euros pour financer tout ça. Parce que si nous qui sommes là continuons à financer sur fonds propres, excusez-moi, que ma femme m'excuse, peut-être qu'elle va me virer demain de chez moi parce que la cocotte va en souffrir. Donc bref, c'est un peu ça. Moi je vous remercie, à moins que quelqu'un de l'organisation... Une question de méthodologie. Nous avons un rendez-vous pour le 23 novembre. Ça c'est la conférence débat. Sur quoi exactement? On va commencer par les institutions parce que c'est un peu le... Les institutions. Bon, pour vous dire la vérité, pour vous faire une petite confidence sur les institutions, le technicien qui va arriver ne va pas nous dire ce qu'il faut. C'est nous expliquer les différents dispositifs. On parle de transition, mais il faut bien un acte fondamental. Qu'est-ce qu'on met à l'intérieur? C'est quoi un régime parlementaire? C'est quoi un régime semi-parlementaire?